Imagine un instant, tu es jeune, la tête pleine de rêves. Tu réponds à une offre d'emploi à l'étranger, un contrat de mannequinat, un peu de soleil, un bon cachet et l'occasion de voyager et de faire décoller ta carrière à l'international. Contente d'une telle opportunité, tu prends ton billet, tu arrives à l'aéroport, tu passes les portiques de sécurité et après ça, plus rien. C'est le silence total. Ton téléphone s'éteint, ta famille ne te reverra plus jamais. Ça ressemble à un scénario de film ou un synopsis d'un bon roman policier. Et pourtant, cette histoire a vraiment existé. C'est ce qui est arrivé à Vera Kravtsova, une jeune chanteuse et mannequin biélorusse. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur la mort de Vera Kravtsova. Entre trafic humain, arnaque en ligne et accusations de vente d'organes, préparez-vous à découvrir une histoire vraie qui va vous donner des frissons. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Allez, sans plus tarder, c'est parti, on y va! Vera, une artiste. Vera Kravtsova est une jeune femme de 26 ans qui a une véritable âme d'artiste. Elle est passionnée par la peinture, la danse et surtout le chant. Née le 31 décembre 1998, elle est originaire de Minsk en Biélorussie, un pays d'Europe de l'Est, voisin de la Pologne, de l'Ukraine et de la Russie. Vera est talentueuse et s'épanouit en tant que chanteuse et mannequin. Elle a d'ailleurs participé en 2017 à The Voice dans une version biélorusse. En fait, c'est plutôt une sorte de copie locale de l'émission The Voice, pas la franchise officielle, contrairement à ce que l'on voit circuler comme information sur les réseaux sociaux. Malgré tout, ça lui donne quand même une petite notoriété dans sa région et dans son pays. Elle apparaît dans quelques shootings photos et projets artistiques. Bref, elle nourrit l'espoir, comme beaucoup, de faire carrière dans le milieu du divertissement et fait tout pour se donner les moyens de réussir. À première vue, sa vie ressemble à celle de milliers de jeunes artistes en quête de gloire et de reconnaissance. Beaucoup de castings, des opportunités, des partenariats et parfois de belles propositions qui semblent tomber du ciel. Et c'est précisément ce genre de proposition en or qui va la mener vers une issue fatale, comme nous allons le voir par la suite. Au cours de l'année 2025, Vera reçoit une offre qui semble idéale, un contrat de mannequinat à l'étranger, plus précisément en Asie, où elle pourrait éventuellement gagner jusqu'à 5000 $ par mois. On lui parle d'une opportunité qui ne se refuse pas, car elle aura la possibilité à la fois de gagner de l'argent, de voyager, de faire évoluer sa carrière à l'international, et tout ça en même temps. En Biélorussie, Vera n'est pas une célébrité, mais elle a quand même une petite notoriété. Donc, cette proposition en soi ne semble pas suspecte pour quelqu'un avec son profil. Ça paraît cohérent qu'elle soit sollicitée pour ce job de rêve. Et surtout, on le sait, des destinations comme la Thaïlande ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est sont connues pour justement attirer des mannequins, des influenceurs, des créateurs de contenu soucieux de faire propulser leur carrière sur le devant de la scène. Rien de bizarre donc à ce que Vera se voit offrir une telle opportunité pour booster un peu sa carrière. Avec enthousiasme et sans se méfier pour autant, la jeune femme accepte. Et puis, ce n'est pas la première fois en fait qu'elle voyage en Asie. Par le passé, elle a déjà été en Chine, au Vietnam, à Singapour. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'elle s'engage, sans savoir, dans un voyage périlleux. Un voyage périlleux. Le 12 septembre 2025, Vera atterrit en Thaïlande à Suvarnabhumi, l'aéroport international de Bangkok. Les caméras de surveillance la montrent en train de traverser l'aéroport, comme n'importe quel voyageur. Elle passe les portiques automatisés, vous savez, ces bornes de contrôle automatique des passeports. À ce moment-là, comme on le voit sur les images, tout semble normal. Pas de signe visible d'enlèvement, pas de scène de panique, elle semble aller très bien.
Quelques jours plus tard, le 20 septembre, elle prend de nouveau l'avion via le vol TG301 à 7h30 du matin, direction Yangon, anciennement appelé Rangoon, au Myanmar, qui est le nouveau nom de la Birmanie. C'est là qu'elle commence à donner moins de nouvelles à sa famille, notamment ses parents, Sergei et Olga, dont elle est la fille unique. Elle répond toujours à leurs messages, mais elle est quand même moins réactive que d'habitude. À leurs appels et à leurs messages, elle leur répond de moins en moins souvent. Au début, pour ses proches, rien d'alarmant. On est d'accord, Vera est quand même censée travailler, se déplacer. Beaucoup de choses peuvent expliquer ses réponses tardives. Le décalage horaire, une connexion internet instable et des journées de travail bien chargées. Cependant, lors des échanges avec Vera, ses parents trouvent que ses propos sont inquiétants. Ce qu'elle leur décrit ne ressemble pas vraiment à un environnement professionnel. Elle dit être surveillée, toujours suivie, et qu'elle résiderait dans un lieu qu'elle ne peut pas quitter librement. Arrivé au 4 octobre 2025, là, c'est plus inquiétant. Car à partir de cette date-là, ses proches n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Impossible de la joindre, elle ne répond pas non plus aux appels. Olga, la mère de Vera, déclare sa disparition à l'ambassade biélorusse en Thaïlande et en Birmanie le 9 octobre. La question qui se pose, c'est qu'est-il arrivé à Vera? C'est bien là toute la question dans cette affaire. Les seuls éléments de source sûre ont été transmis par les autorités de l'immigration thaïlandaise. C'est d'ailleurs eux qui ont publié les fameuses images de vidéosurveillance montrant Vera quittant l'aéroport de Bangkok via un guichet automatisé. Le porte-parole de la police d'immigration thaïlandaise, le major général Cherngron Rimphadi, déclare que les événements après son arrivée en Birmanie ne sont pas sous la juridiction thaïlandaise. Autrement dit, ce dont on est sûr, c'est qu'a priori elle n'aurait pas été enlevée en Thaïlande, et que c'est sûrement en Birmanie que tout serait parti en cacahuète. En tout cas, c'est la version avancée par la Thaïlande pour se dédouaner. La Thaïlande se justifie ainsi, car elle se retrouve quand même dans des suspicions. Certains se demandent si Vera aurait pu être enlevée directement à l'aéroport de Bangkok, ou si des complices birmans l'y attendaient là-bas et l'auraient ensuite forcée à traverser la frontière birmane, puisque ce sont deux pays frontaliers. De son côté, le gouvernement birman, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, affirme coopérer avec la Biélorussie et combattre ardemment les réseaux d'escroquerie en ligne. Ardemment, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent. Ça, ce sont les éléments, on va dire, officiels, même si vous l'avez constaté, c'est des éléments qui restent quand même flous. Pour tout ce qui va suivre, je vais parler au conditionnel, parce que l'enquête a priori est toujours en cours, et il persiste encore beaucoup de zones d'ombre et d'éléments qui n'ont pas été confirmés. Selon les médias, Vera aurait été victime d'une escroquerie déguisée en opportunité professionnelle de mannequinat. Une fois sur le sol birman, elle aurait été entraînée contre son gré dans un centre d'arnaque, ce qu'on appelle communément un scam center, où elle aurait été forcée de travailler pour ses ravisseurs, une sorte d'esclavage moderne. Parlons maintenant de la principale théorie autour de la disparition de Vera. Scam center. Pour comprendre ce qui aurait pu arriver à Vera, il faut d'abord que je vous parle du phénomène bien réel et très répandu en Asie, les scam centers ou scam farms, que l'on peut traduire par des centres d'arnaque. Derrière ce terme de scam centers ou scam farms, il y a des structures criminelles, gérées souvent par des gangs chinois avec la complicité de locaux. Cela se présente souvent comme, a priori, des entreprises innocentes, des offres d'emploi ou des centres de services clients. Le mode opératoire rapporté par plusieurs enquêtes internationales ressemble à ça. On a des jeunes, la plupart du temps des femmes étrangères, qui sont recrutées, appâtées avec de fausses offres d'emploi diverses et variées dans le domaine du marketing, du service client, du mannequinat ou autre. Souvent, les jobs proposés sont à l'étranger. Bah oui, c'est plus simple d'enlever une personne quand elle est isolée et loin de sa famille, ça la rend plus vulnérable, et ça c'est un atout majeur pour les malfaiteurs. Une fois sur place, les passeports des victimes sont confisqués et elles se retrouvent prises au piège. On les amène dans des endroits où elles sont enfermées et obligées de faire plein de choses contre leur gré. Ça vous rappellera peut-être cette affaire dont je vous ai parlé il y a quelques mois de femmes kidnappées et emprisonnées dans des fermes à ovules. On leur prélève leurs ovules pour les vendre. Vraiment, cette histoire était choquante. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste au-dessus. En tout cas, dans ces centres d'arnaque, les femmes se retrouvent forcées à travailler dans des plateformes d'arnaque en ligne. Des fausses plateformes de crypto-monnaie, des plateformes d'arnaque sentimentale où elles doivent
séduire des victimes en ligne pour leur extorquer de l'argent, etc. Et les personnes qui refusent, qui tentent de partir ou qui ne ramènent pas assez d'argent à leurs ravisseurs, se retrouvent menacées, frappées, torturées et voire même vendues par la suite à d'autres réseaux de trafic humain pour de l'esclavage, du proxénétisme, du trafic d'organes et j'en passe. Dans le cas de Vera, plusieurs médias asiatiques rapportent qu'elle aurait été piégée dans l'un de ces centres en Birmanie. Selon certaines versions officieuses, lorsque Vera n'aurait pas atteint les objectifs financiers imposés par ses ravisseurs, tout aurait basculé. Pour la punir, ces derniers l'auraient battue et gardée prisonnière, et ensuite ils auraient récupéré ses organes pour les vendre au marché noir. À ce moment-là, donc vous l'avez compris, Vera serait morte, et le reste de son corps, après avoir été prélevé de ses organes, aurait été incinéré. Toujours d'après ces récits, les criminels auraient ensuite contacté la famille de Vera, Olga et Sergueï ses parents, pour faire une demande de rançon, ses cendres contre $1,5 million. 500 000 $, une somme que la famille refusera de payer faute de moyens. Encore une fois, ces détails, bien que largement relayés sur internet, sont à prendre avec des pincettes, vraiment avec beaucoup de précautions, parce que ce sont des informations qui circulent dans la presse, parfois dans des médias connus quand même pour faire du sensationnalisme. Il n'existe pas à ce jour d'enquête officielle, vraiment transparente, qui confirmerait ces éléments. Mais que ces détails soient exacts ou pas, une chose reste certaine, Vera n'a jamais été revue vivante depuis qu'elle a posé le pied sur le sol birman. Le document choc. Après sa disparition, la famille de Vera et les autorités biélorusses cherchent évidemment à comprendre ce qui a bien pu se passer. De nombreux échanges ont lieu entre les autorités biélorusses, thaïlandaises et birmanes. Et finalement, un document important va apparaître. Un certificat de décès présenté comme étant officiel et émanant des autorités birmanes. Selon ce document, Vera serait morte d'un arrêt cardiaque dans un petit village qui s'appellerait Flou, aussi flou que cette affaire. Pas de mention de torture, pas de mention de trafic d'organes, pas de mention de meurtre. Le certificat mentionne juste qu'elle aurait eu un arrêt cardiaque et qu'elle aurait été incinérée à Irsin, un village de Birmanie, le 16 octobre 2025. Autrement dit, les rumeurs disaient vrai, le corps de Vera aurait bel et bien été réduit en cendres. Mais qui dit un corps réduit en cendres dit qu'il est désormais impossible de réaliser une autopsie indépendante. On n'a plus aucune preuve directe de ce qui aurait réellement pu arriver. Un peu comme si on aurait voulu effacer les preuves justement pour un peu étouffer cette histoire. Pour la famille, on s'en doute, c'est un choc supplémentaire, parce que non seulement ils apprennent et ont la confirmation que Vera serait morte à l'étranger, dans des conditions obscures, mais en plus, il n'y a aucune possibilité de vérifier cette version officielle. Honnêtement, mourir d'une crise cardiaque à 26 ans, ça peut éventuellement arriver, mais c'est peu commun. Forcément, le doute est permis. D'autant plus que les faits se sont quand même passés en Birmanie, un pays qui est à l'heure actuelle très instable, un pays dans une situation politique extrêmement compliquée, avec une junte militaire au pouvoir qui, je le rappelle, est accusée de multiples violations des droits humains. D'ailleurs, on estime à 120 000 le nombre de personnes victimes des scam centers en Birmanie. 120 000 personnes issues de 21 nationalités différentes, c'est énorme. Alors, dans ce contexte, obtenir une enquête transparente et indépendante paraît impossible. Et honnêtement, je me demande même si ce certificat de décès est vraiment authentique, ou alors est-ce que c'est pas un document qui a été diffusé comme ça à la va-vite, juste histoire de clore le débat et passer à autre chose. Pour l'instant, la mort de Vera reste entourée de mystères, d'incohérences et de zones d'ombre. Entre la version officielle et les témoignages relayés par les médias, il faut le dire, il y a un fossé que seule une enquête sérieuse pourrait combler. Mais est-ce que cette enquête aura lieu? Aucune idée. Pour sa famille, c'est une autre histoire. Parce qu'au-delà des débats médiatiques, il reste une douleur. La douleur authentique et brutale d'avoir perdu un enfant. Vera est décédée loin de chez elle, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dans des conditions mystérieuses que ses parents ne comprendront peut-être jamais. Je pense même qu'ils auront toujours ce doute. Et si Vera était toujours vivante, si le certificat de décès était faux, si les rumeurs étaient fausses, si on avait voulu faire croire qu'elle était morte pour pouvoir l'exploiter tranquillement? Vous voyez, c'est compliqué.
L'affaire de Vera Kravtsova nous permet aussi d'ouvrir les yeux sur plusieurs situations. La vulnérabilité des personnes en quête de meilleures opportunités à l'étranger, dans des pays politiquement instables, comme ici la Birmanie. Je suis consciente qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on a envie de profiter de la vie, profiter de sa jeunesse, voyager dans des contrées lointaines, découvrir de nouvelles cultures. Mais attention à bien choisir sa destination, ne pas aller dans des endroits dangereux, bien se renseigner sur le pays avant de s'y rendre, c'est important. Aussi, méfiance face à des offres d'emploi beaucoup trop belles pour être vraies, beaucoup trop alléchantes et sans contrat bien défini auprès d'entreprises dont on ne sait même pas si elles existent vraiment. Si les informations sont vagues, si on vous répond de façon floue, courez, fuyez. Rappelez-vous l'histoire de la ferme à ovules, rappelez-vous de cette histoire de Vera et rappelez-vous de l'histoire de Otto, parti faire du tourisme en Corée du Nord et voyez l'état dans lequel il est rentré chez lui. Je vous remets le lien juste au-dessus si jamais vous avez loupé cette vidéo. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que pour vous, il y a encore des chances pour que Vera soit toujours en vie ou est-ce que vous pensez que malheureusement c'est fini pour elle, elle est tombée dans un piège et c'est terminé. Nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, surtout si vous voyagez seul. À bientôt.